Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les allégations, enfin la corruption hein, de façon générale, la corruption des entreprises. Quels sont les impacts possibles, même on n'a même pas besoin en fait d'avoir eu véritablement des faits de corruption dans son entreprise pour que ça fasse du mal à la réputation de l'entreprise et pour qu'on soit obligé de basculer en gestion de crise. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue juridique. Il existe des outils hein, dont Céleste va nous parler également. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait dans son entreprise pour renforcer et pour protéger, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Et comme biais cognitif du déni est quelque chose dont je parle très régulièrement, ne pas rester aussi dans l'idée que j'ai tout fait bien, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas, et donc je ne veux même pas penser à l'idée que ça pourrait arriver. Et donc, on va aussi regarder quoi faire en amont pour se préparer si jamais malheureusement, ça arrive. Et comme je le disais en introduction, ce qui arrive, c'est peut-être même pas du tout des faits de corruption. Ce qui peut arriver, c'est l'AFA qui vous regarde de très près et puis qui vous sanctionne parce que vous n'êtes pas suffisamment prêt. L'AFA, quand même, je sais que le public est très français, mais c'est vraiment une spécificité très, très particulière d'être capable de vous sanctionner sur une probabilité de quelque chose, en fait. Vous n'avez rien fait de mal, hein, si je puis dire, puisqu'il n'y a pas eu de fait de corruption, mais vous n'êtes pas suffisamment prêt. Et donc, on va vous sanctionner en amont des faits. Donc, c'est quand même très particulier. En général, le reste du monde va vous sanctionner sur des faits de corruption, quoi. Mais le problème, c'est que si votre nom est dans la presse avec à côté le mot AFA, le mot corruption ou le mot sanction, ça fait probablement le même dommage que si c'était vrai, quoi, s'il y avait eu des faits de corruption. Et c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, mes invités aujourd'hui, honneur aux dames, donc Céleste Cornu d'Eurocompliance qui va se présenter et Alexandre Decaune du cabinet d'avocats LPA CGR. Donc, Céleste, en deux mots. Oui, bonsoir. Donc, Céleste Cornu, je suis cofondatrice et présidente d'Eurocompliance, donc un cabinet spécialisé sur la certification en matière de conformité. On aura l'occasion de revenir un peu plus sur le détail donc, de la certification ISO 37001 sur la prévention de la corruption. Bonsoir, Alexandre Decaune, donc associé du cabinet LPA CGR en charge des pratiques de droit pénal des affaires et de compliance. Là, vous voyez, déjà, ça part pas bien, hein, droit pénal des affaires, donc on est bien dans le pénal, donc c'est là que ça se situe. Alors, on va peut-être commencer le webinaire. Alors, évidemment, au moment où je veux le lancer, le truc n'est pas là où je voulais, ça c'est normal, c'est logique. Et voilà. Est-ce que tout va bien du côté... Oui, ça va. Nous n'avons pas de commentaires particuliers. Ah oui, un peu de housekeeping comme je fais d'habitude. Là, je l'ai oublié. Donc, vous êtes très nombreux. Si vous pouviez utiliser le petit onglet Q&R, donc Q&A en anglais, qui est à droite pour poser vos questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et puis on les prendra à la fin. On prendra comme d'habitude un quart d'heure pour y répondre. Et les gens qui sont sur YouTube, il y a quelqu'un qui est en train de regarder YouTube en même temps. Donc moi, je ne peux pas, je n'ai pas trois écrans, donc je ne regarde que le Zoom, et qui va aussi nous basculer vos questions. Donc ne vous inquiétez pas, vos questions seront prises en compte. Voilà pour le housekeeping. Alors là, normalement, ça devrait marcher. Ça fonctionne. Oui. Si vous voyez tous mon écran, allons-y. Alors, au sommaire, donc aujourd'hui, un webinaire comme d'habitude en trois parties. Une première partie sur les enjeux, hein, de quoi parle-t-on? Une deuxième partie sur cette fameuse norme ISO 37001, comment ça marche, quelle est son efficacité, comment ça se met en place, etc. Et puis, se dire également que ce n'est pas parce qu'on a tout fait pour que ça n'arrive pas que ça peut quand même arriver. Et du coup, comment se préparer
à une crise de réputation liée à des allégations de corruption plus ou moins fondées. Voilà, et une session de questions-réponses. Alors, c'est Alexandre qui va introduire le sujet sur sur les enjeux et l'enjeu juridique en particulier. Oui, merci Emmanuel. Oui, effectivement, vous avez à l'écran un slide qui est intitulé Un risque peut en cacher un autre, puisque la non-conformité à la réglementation dite Sapin 2, mais en tout cas des outils de prévention de la corruption, fait évidemment courir plusieurs risques en cas de non-conformité alléguée ou même de non-conformité avérée. Un enjeu réputationnel dont Emmanuel, évidemment, vous parlera mieux que moi. En cas de non-conformité se traduisant par une sanction administrative ou par une sanction judiciaire, on va se retrouver avec des publications des décisions qui vont être prononcées, mais le mal sera souvent fait avant même la publication de la décision de l'AFA ou avant même la publication d'une décision du tribunal correctionnel, puisque en cas d'enquête, en cas de saisine de la commission des sanctions ou même en cas d'enquête de saisine par le PNF qui fait des communiqués très facilement, le parquet national financier, pardon, ou même en cas de CJIP, de convention judiciaire qui est un outil qui permet de transiger avec la justice, on va retenir que l'entreprise est responsable, alors que dans ce dernier cas, elle est responsable, mais elle n'est pas coupable juridiquement. Mais comme ça se traduit par le versement d'amendes qui peuvent être très lourdes, comme par exemple, ça a été le cas pour Airbus, pour la Société Générale, ou même pour l'affaire Bolloré fin février, avec les 12 millions qui ont été versés dans le cadre de la CJIP par Bolloré SE, vous avez un mal qui est fait. Vous avez un risque aussi de sanctions administratives avec des sanctions dont on reparlera tout à l'heure qui sont encourues devant l'AFA, qui sont quand même des montants importants, 200 000 euros pour les personnes physiques, 1 million pour les personnes morales. Et puis, vous avez aussi un risque de sanctions pénales. Donc, Emmanuel faisait, au regard de mon activité, le lien entre la compliance et le droit pénal des affaires, puisque la non-conformité anticorruption va être parfois le révélateur de la commission d'une infraction d'atteinte à la probité. Et là, on se retrouvera dans l'engrenage pénal classique avec des peines qui sont encourues et qui sont souvent lourdes, puisque pour les personnes morales, ce sont des amendes dont le montant est porté au quintuple. Par exemple, en matière de corruption privée ou une personne physique qui serait poursuivie pour corruption privée encourt jusqu'à 500 000 euros d'amende. Ce montant est porté à 2,5 millions pour, c'est des peines maximales, mais 2,5 millions pour une personne morale. Et en cas de corruption active d'agents publics, on se retrouve avec une peine qui est portée de 1 million à 5 millions. Vous avez sur le slide des références en ce qui concerne les condamnations. Vous voyez que en ce qui concerne les procédures d'atteinte à la probité, on sait qu'il y a eu 816 procédures qui ont été déclenchées dans des dernières statistiques qui étaient disponibles, qui datent, je crois, de 2018, donc avec une augmentation. 40% concernent la corruption, 11% concernent le favoritisme. La prise illégale d'intérêt représente 11% des affaires. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le taux de réponse pénale, c'est-à-dire la fois où le procureur ou la justice va ne pas classer l'affaire, est de 95% sur 100. Donc, on s'était beaucoup moqué de Carlos Ghosn et du taux de condamnation au Japon, mais dans les atteintes à la probité, on est sur 95% de réponse pénale. Et en matière de pénal des affaires plus générales, on est quand même sur 9 chances sur 10 d'être condamné. On a aussi des peines complémentaires qui peuvent être très sévères, avec l'exclusion des marchés publics, et puis aussi la non-conformité éventuelle et la non-conformité qui permettrait de mettre en avant la commission, cette fois-ci de faits de corruption, va aussi se traduire par un risque en termes de sanctions par des juridictions étrangères. Et vous savez que c'est un enjeu important actuellement pour la législature, dans le cadre de guerre économique, de savoir quelle est la place de l'extraterritorialité du droit américain, notamment dans les affaires de corruption. Vous avez tous en tête, évidemment, l'affaire Alstom et sa condamnation à 772 millions de dollars en 2014. Donc,
les non-conformités font courir un certain nombre de risques assez importants au niveau juridique. Et on reparlera du risque administratif. Et dont le risque réputationnel dont Emmanuel va nous parler. Merci. Alors, effectivement, le risque juridique est extrêmement lourd. Le problème qu'on va devoir gérer, c'est qu'à partir du moment où l'information est dehors, et justement, quel type d'information, la rumeur publique, le jugement sociétal va être d'abord beaucoup plus rapide, il est immédiat, et il est j'ai envie de dire, il est non professionnel dans le sens où c'est de la pure émotion et que on regarde un petit peu les différents cas. Ça peut être une rumeur. Vous avez quelqu'un qui lance une rumeur sur les réseaux sociaux, qui fait un tweet, qui insinue des choses sur LinkedIn ou sur votre page Facebook. Donc, c'est absolument rien du tout. Ce sont des rumeurs. Ou quelqu'un qui fait du chantage. Par exemple, on a eu des cas de lettres anonymes au sein d'entreprises, des lettres anonymes envoyées par des employés vers les clients, par des employés vers le conseil d'administration, dénonçant un certain nombre de pratiques. Bon, là, on est sur de la pure rumeur et ça peut être d'ailleurs de la malveillance. Donc là, c'est déjà dehors. Il faut traiter le point et les gens se disent toujours, il n'y a pas de fumée sans feu, et les gens se disent toujours, de toute façon, l'entreprise, elle doit bien être coupable quelque part. Donc voilà. Après, il y a un deuxième niveau où il n'y a rien d'avéré, mais il y a une enquête. Alors, soit c'est une enquête AFA, soit c'est une enquête vraiment pour fait de corruption, parce que, par exemple, quand il va y avoir des rumeurs ou des lanceurs d'alerte ou un journalisme d'investigation qui commence à sortir des choses, au bout d'un moment, l'enquête va être nécessaire. C'est-à-dire que les pouvoirs publics sont obligés de bouger et de faire une enquête. Donc ça se sait également. Et donc, pareil, il n'y a pas de présomption d'innocence en fait en médias. Et c'est un peu le problème. Ou alors, troisième étape, il y a eu une enquête et vous êtes, en fait, il n'y avait rien, vous êtes tout à fait innocent. Cependant, il reste les traces de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et de ce qui s'est dit dans les journaux. Ou alors, dernier cas, très français, c'est l'AFA qui sanctionne ou qui a fait une enquête. Et les gens, comme je disais en introduction, vont faire l'amalgame entre une réalité de corruption et une insuffisance du système de protection contre la corruption, ce qui n'est juste pas tout à fait la même chose. Mais quel que soit finalement le degré, il y a un doute esseumé. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ça, c'est effectivement assez dangereux. Donc, je vous montre un petit peu des coupures de presse pour voir à quoi ça ressemble. Alors là, il y a écrit Sonépar, AFA, mais au milieu de la phrase, il y a blanchi. Sauf que, est-ce que les gens vont véritablement lire la totalité de la phrase et retenir le fait que Sonépar est blanchi? En fait, ils vont se dire, mais il y avait peut-être quand même anguille sous roche. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Voilà, un autre, Imeris également, sommé de se mettre en conformité. Ce n'est pas terrible pour la réputation, je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre. Donc, un autre exemple qui est un exemple de lanceurs d'alerte, qui deviennent tout à coup extrêmement connus, ça c'est Susan Fowler sur le cas Uber, qui va effectivement se dire que ce sont des gens qui peuvent mettre leur carrière en danger, mais ça peut même aller parfois jusqu'à mettre leur vie en danger. Hein, c'est ce qu'on a vu dans le cas de Johansen Stevenson, qui était lui-même protégé avec des gardes du corps, etc. Cependant, les lanceurs d'alerte sont extrêmement convaincus, limite dogmatiques, et vont tout faire pour avoir gain de cause et se faire entendre. Et ils vont parfois être aidés par des ONG spécialisées qui vont leur permettre en fait de mettre leur dossier dans le grand public. Alors, on a un jugement médiatique extrêmement rapide, on vient de le voir, et également derrière, probablement un casier médiatique. Voilà, c'est un peu un parallèle un peu grossier, hein, excusez-moi maître, mais quand vous tapez le nom d'une entreprise qui a été soupçonnée ou où il y a eu des faits de corruption, eh bien, ça colle, j'ai envie de dire, et ça va coller longtemps, et ce n'est pas du tout aussi simple que les nettoyeurs du net vous racontent que d'enlever ça. Et ça peut être le cas
sur une personne morale, sur une marque, hein, là vous voyez l'exemple de KPMG, mais ça peut être également tout à fait une personne physique. Hein. Et donc, Monsieur Dupont, à qui il est arrivé ça, ben, quand il va essayer de rechercher un job, ça ne va pas être simple, parce que les chasseurs de tête et les conseils d'administration vont googler et trouver que, ah bon, quand même, hein, Monsieur Dupont, pas forcément aussi bancable qu'il en a l'air. Et ne vont pas forcément d'ailleurs chercher à creuser plus loin pour savoir la vérité de la chose, etc. Et autre sujet dont on parlera peut-être un autre jour, mais tout ce qui est du droit à l'oubli, hein, le fameux droit à l'oubli de Google, c'est pas extrêmement gagné d'avoir gain de cause sur le sujet, si je puis dire très rapidement. Donc voilà, je parlais des ONG. Alors, il y a même des challenges corruption. Donc, c'est l'association, par exemple, une autre ONG qui s'appelle Anticorps. Eux, ils font des casseroles d'or, quoi, si je puis dire. Donc, ils classent les entreprises, voilà. Et ce sont des gens qui consacrent en fait la totalité de leur temps à aller chercher ces affaires de corruption et les mettre en avant. Donc, qui vous font une pub supplémentaire, si je puis dire. Et les conséquences, on a parlé des conséquences juridiques, des conséquences réputationnelles, mais à la fin des conséquences juridiques et réputationnelles, vous pouvez avoir des faillites. Donc, en fait, si on va jusqu'au bout du bout des enjeux, l'enjeu, c'est finalement la survie de l'entreprise et le maintien de la confiance entre vous, votre entreprise et ses parties prenantes. Ces parties prenantes étant les autorités de l'État, bien entendu. N'oublions pas que les juges lisent le journal, hein, mais aussi les clients. Si on avait eu l'exemple assez flagrant sur le scandale de Lafarge, par exemple, sur Daesh, etc. Vous vous souvenez peut-être du sable qui était imprégné, enfin qui n'était pas imprégné, mais c'était les slogans qui étaient sortis, c'était que le sable était imprégné du sang de Daesh, etc. Il y a eu un premier qui a été la mairie de Paris qui a décidé de clamer d'ailleurs, de dire que elle ne pouvait plus se permettre en fait d'acheter son sable de Paris-Plage chez Lafarge. Et puis forcément, ça a été un effet domino. Donc ces effets dominos chez les clients sont tout à fait courants. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement que le client ne veut plus travailler pour vous, c'est que socialement, parce que son conseil d'administration ou ses employés, etc., ils ne peuvent plus se permettre en fait de travailler avec vous parce que votre réputation a été entachée. Et voilà. Et ne pas oublier aussi une partie prenante absolument fondamentale qui sont vos propres forces vives, hein, vos employés. Donc, toute la question va être comment est-ce que je maintiens la confiance vers mes parties prenantes. Et là, Céleste va nous présenter un outil en or que, voilà, je lui laisse la main. Merci Emmanuel. Alors, dans le temps imparti, je ne vais peut-être pas entrer dans le détail de la norme ni du processus de certification. J'ai plutôt choisi d'éclairer en fait à quoi sert la certification anticorruption et du coup le corollaire, à quoi il ne sert pas. Alors, le premier point auquel on peut penser, bien sûr, c'est l'aspect communication externe. Quand on parle de certification, on pense au tampon qui est associé et le fait est, c'est un élément important. On peut rappeler que la certification, c'est vraiment un moyen tangible de communiquer sur ce qu'on ne fait pas. Et si on part du principe que c'est relativement facile de communiquer sur quelque chose qu'on fait, par exemple, je réduis mes émissions de gaz à effet de serre, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de communiquer sur ce qu'on ne fait pas. Et une fois qu'on a dit qu'on ne corrompait pas, ça devient difficile d'apporter d'autres éléments tangibles. Donc, dans cette perspective, c'est vrai que la certification, elle permet réellement on peut rester sur... Enfin, j'étais encore sur la partie amont, Emmanuel. Alors, pourquoi elle est importante, cette partie communication externe? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est très sollicité par les parties intéressées en matière de corruption. Je pense bien sûr aux clients. Je pense que beaucoup parmi vous ont déjà eu à répondre de questionnaires de leurs clients sur leurs dispositions anticorruption. Mais on peut aussi mentionner les institutions financières internationales. Il y a la Banque mondiale, bien sûr, qui peut demander en amont les dispositions qui sont existantes, mais qui peut aussi avoir des sanctions assorties d'obligations de monitoring.
et les autres institutions financières internationales. Je pense aux banques. Je pense que très nombreuses sont les entreprises qui ont l'habitude de se voir solliciter sur des transactions très particulières en fonction du pays, en fonction du type de tierces parties qui peuvent être impliquées, notamment s'il y a des intermédiaires. Pour l'assurance export aussi, on peut être sollicité pour apporter des éléments. Les copartenaires, je pense plus particulièrement au consortium, au joint venture, ou dans la logique de due diligence qui est imposée notamment par l'AFA, mais on va dire de façon plus générale par toutes les bonnes pratiques internationales, le UK Bribery Act, le FCPA, etc. On a cette obligation de due diligence vis-à-vis des tiers avec lesquels on s'associe. Donc, évidemment, ils vont également demander des preuves tangibles de ce qui est fait. Ça peut même être les fournisseurs. On pense également aux fonds de pension, aux investisseurs. Le fonds norvégien, qui est un des plus grands fonds au monde, a communiqué déjà sur le fait qu'il demandait maintenant à toutes les entreprises dans lesquelles ils investissent de pouvoir montrer leurs mesures anticorruption. Les agences de notation, je pense à Ecovadis et à d'autres qui ont cette composante anticorruption. Tous les engagements volontaires auxquels vous pouvez souscrire, le Global Compact par exemple, il y a un 10e principe qui est sur l'anticorruption. Le régulateur, on a déjà mentionné l'AFA, on va peut-être y revenir, et voir les autorités judiciaires le cas échéant. Donc effectivement, il y a tout ce côté externe. Mais je pense réellement que ce n'est pas le levier aujourd'hui qui motive le plus les entreprises. Et, enfin, je dis les entreprises, les organisations, parce qu'il y a aussi les organisations publiques qui entrent dans la démarche de certification. Et très sincèrement, d'abord, les entreprises et les organisations communiquent assez peu sur leur certification, finalement. Certaines ne le font pas du tout. Beaucoup le font de manière, on va dire, sibylline, avec un petit mot sur leur site Internet ou dans leur rapport annuel. Et sinon, ça fait l'objet d'un communiqué de presse à l'occasion de la certification. Mais réellement, on voit que ce n'est pas un enjeu de communication pour les entreprises. Jamais vu quelqu'un qui cherchait à faire le buzz avec sa certification. Par contre, et c'était donc l'objet de ma prochaine slide, je pense que c'est réellement un objet pour mobiliser en interne. Alors vraiment, c'est un projet fédérateur. C'est vrai que motiver les équipes sur un sujet purement réglementaire, ce n'est pas facile. J'ai vu beaucoup d'entreprises très concernées par se mettre en conformité avec les exigences de l'AFA, comprenant les enjeux et à quel point c'était important de le faire. C'est jamais associé à un élément managérial pour motiver les gens. Dans la notion de certification, il y a quand même la notion de récompense à la clé. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de mobiliser les équipes dans cette perspective qu'en disant on va s'auto-évaluer sur le questionnaire AFA. Pour dire les choses autrement, j'ai déjà vu des entreprises célébrer la certification qu'elles avaient obtenue. Mais quand je parle de célébrer, je parle en interne, mais comme un achievement, pour bien parler français, de ce qu'elles avaient réalisé. On ne va pas aller célébrer le fait qu'on a bien préparé son questionnaire AFA. En plus, dans la notion de projet, qui dit projet dit aussi moyen, donc avec généralement un sponsor, donc en général le leadership de l'entreprise, avec un coordinateur, avec des ressources humaines, financières. Donc ça, c'est un des aspects très importants, y compris pour obtenir des moyens. C'est important aussi pour travailler sur la culture. C'est vrai que dans la logique même des normes ISO, il y a cette notion de communication, de formation, sur lesquelles on revient de manière très récurrente, d'engagement. Je vais peut-être me permettre d'emprunter l'illustration de Antoine Peillon dans son livre Corruption sur les moutons blancs, moutons noirs et moutons gris que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Mais donc, si on part du principe que dans toute organisation humaine, il y a à peu près de 20% de moutons blancs, donc ça, ce sont les personnes qui, quel que soit le contexte, vont agir, on va dire, au nom de leurs convictions personnelles et vont agir bien dans tous les cas. Après, on va partir du principe qu'il y a 20%, j'espère que c'est moins, mais pour rester fidèle à la citation, on va dire 20% de moutons noirs. Donc là, ce sont toutes les personnes qui
quel que soit le cadre qu'on va mettre en place, vont essayer de voir s'il y a un raccourci, s'il y a un moyen de contourner le cadre. C'est parce qu'on part du principe que ces personnes-là existent et continueront d'exister qu'on a besoin des dispositifs de système d'alerte, qu'on a besoin d'un système de sanctions, qu'éventuellement on anticipe qu'on peut avoir besoin de signer une CGIP. Et après, si on compte bien, il reste 60% de personnes. Et ces 60% de personnes, on considère que ce sont des moutons gris. Et les moutons gris, ils suivent le sens de l'histoire. Donc, si vous êtes dans une structure où on a clairement exprimé quelles étaient les attentes, ce qu'on vous demandait de faire et ce qu'on ne vous demandait pas de faire, les risques qu'il y avait à ne pas suivre ces règles-là, on considère que les personnes, du coup, vont suivre les règles qui sont affichées. Et vraiment, la certification, elle sert à ça, en fait. Elle sert à travailler sur ces 60%-là. Finalement, les 20% de moutons blancs, ils auraient été très bien indépendamment de ce cadre-là. Les 20% de moutons noirs, on sait qu'il va continuer à falloir s'en méfier. Mais l'idée, c'est vraiment de guider et de fixer le cadre pour tous ceux qui vont suivre les directives en interne. Dernier point, peut-être vraiment important que peut apporter la certification, c'est le côté évaluation externe et régulière, donc l'œil nouveau que peut avoir l'équipe d'audit. C'est vrai qu'à la différence d'un contrôle AFA, une démarche de certification, c'est un cycle d'au moins 3 ans. Donc, on revient tous les ans. Ça valide aussi une approche dans la continuité. Et donc, pour le management, c'est quand même, enfin, pour le management, pour les équipes conformité aussi, c'est une occasion, on va dire, d'avoir un retour régulier sur le dispositif, savoir s'il est toujours aussi à l'ordre du jour, est-ce qu'on a bien pris en compte les évolutions du contexte et soutenir l'amélioration continue du dispositif qui est associé. Donc voilà, je pense sur les principaux moteurs, en fait, finalement, qui vont engager les organisations à entrer dans la démarche de certification. Peut-être pour conclure, faire le parallèle avec les contrôles de l'Agence française anticorruption. On est très souvent sollicité pour savoir si on est certifié ISO 37001, est-ce que ça veut dire qu'on va être approuvé en cas de contrôle AFA? Inversement, si on est contrôlé AFA, est-ce qu'on peut être automatiquement certifié? Bien sûr, sans surprise, je vais vous dire qu'il n'y a aucun automatisme, et heureusement d'ailleurs. Il n'y a aucune... d'abord, être certifié ne vous dispensera pas d'être contrôlé, même en termes de contenu, même si les approches sont quand même très similaires, il peut y avoir des différences. D'abord, un auditeur de système de management va regarder les objectifs que vous êtes fixés et puis votre programme tel qu'il est planifié dans la durée, alors que l'AFA va venir vraiment faire une photo à l'instant T, sera peut-être moins indulgente sur ce qui est en devenir. Et puis, parfois, l'AFA est plus prescriptive sur certains sujets. Je pense notamment à la cartographie des risques de corruption. Si on regarde les recommandations de l'AFA, il y a quand même une description très, très claire de ce qui est attendu. Là où, par exemple, l'ISO 37001 est plus ouverte sur les choix que peut faire l'organisation. Après, quand même, sur le fond, sur les exigences, il y a une convergence qui est quasiment totale, quasiment entre chaque point de la norme et les recommandations de l'AFA, on peut aligner les exigences. Mais vraiment, ce qu'apporte la certification, à mon avis, plus qu'une convergence de contenu, c'est il y a deux choses. Il y a la partie documentation. C'est vrai que l'AFA, on voit que, et c'est légitime, n'a de cesse de demander de pouvoir prouver tout ce qu'on annonce. Et c'est exactement ce que fait faire une norme ISO, pas uniquement l'ISO 37001 dédié à l'anticorruption, mais y compris sur les autres thématiques. Une norme ISO, elle vous demande d'identifier ce qui a besoin de faire l'objet de procédures, ce qui a besoin de faire l'objet d'enregistrement, comment on va contrôler ces aspects-là. Et ça, c'est vraiment un des points forts de l'ISO. Et se mettre dans cette logique-là, vraiment, ça aide beaucoup dans la perspective d'un contrôle AFA.
Et le deuxième point important, c'est tout simplement que ça permet à vos équipes de parler d'anticorruption et du programme qui est en place. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir des personnes, même très seniors, un peu déstabilisées à l'idée d'un entretien avec les contrôleurs de l'Agence française anticorruption. Et c'est vrai que prendre l'habitude de pouvoir en parler en interne, et j'entends pas du tout dans une logique de coaching, mais simplement de dire c'est normal dans l'entreprise de parler de ces sujets-là, on sait parler des procédures, on sait parler des risques, c'est pas tabou de parler de ces sujets-là. Je pense que dans cette perspective-là, c'est un vrai plus dans une dynamique AFA. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire en quelques mots, à mon avis, sur les bénéfices d'une certification ISO 37001, en rappelant aussi, bien sûr, qu'il y a le côté international de la norme qui est reconnue dans tous les pays. Et ce qui, évidemment, l'AFA, qui est très reconnue en France, mais dont il n'est pas certain que le fait d'avoir été blanchi par l'AFA, comme on a pu le voir tout à l'heure sur le cas Sonépar, soit une information qui soit bien comprise à Singapour, au Brésil. Donc pour nous, on sait ce que ça veut dire d'avoir réussi positivement ce contrôle-là, mais ce n'est pas forcément une information internationale. Voilà, alors après, effectivement, on a évoqué le cas du problème de corruption qui arrive même en cas de certification et de préparation. Donc, ce n'est pas forcément un handicap dans le cadre d'une certification, puisque ce qu'on attend, c'est la capacité à traiter ces sujets. Mais effectivement, je vais laisser peut-être la parole à nouveau à Emmanuel et Alexandre pour indiquer ce qui peut être fait en cas de corruption avérée. Pardon, c'était pas du tout pour te dire ça. J'essayais désespérément de voir s'il y avait des questions en même temps et mon doigt a zappé. Je suis désolée. Donc, de toute façon, tu avais conclu sur le côté international. C'est vrai que ça paraît quand même assez pratique d'avoir un ISO qui irait pour les entreprises globales que vous êtes couvrir les risques. Liées à l'extraterritorialité FCPA ou l'Anti-Bribery Act, etc. C'est quand même assez pratique de ne pas avoir 4 projets et d'en avoir un seul, quoi, finalement. Ça peut être assez intéressant. Et je vous laisserai bien entendu contacter Céleste pour la partie pragmatique de comment on fait, combien de temps ça prend, etc. etc. Alors, maintenant, évidemment, je suis obligée de revenir à mon dada, c'est-à-dire que bon, on a tout fait bien, on a même une certification ISO avec le bon tampon et tout, et puis quand même, pas de bol, voilà, que l'affaire est quand même ébruitée et qu'il se passe quelque chose dans votre entreprise qui pourrait vous être reproché d'un point de vue juridique d'abord et d'un point de vue simplement de la réputation ensuite. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à cet événement? Et je vais laisser la parole à Alexandre. Merci Emmanuel, merci Céleste pour cette présentation très intéressante ISO 37001. Effectivement, même préparé, même certifié ISO 37001, la crise peut arriver. Et la crise, on a les mêmes dada, Emmanuel et moi. Il n'y a pas 15 000 façons de se préparer pour prévenir un risque. Il va falloir se préparer à froid, à une crise judiciaire, soit en cas de non-respect. Alors, ça va être l'AFA, et c'est le slide que vous avez sous les yeux, avec l'AFA qui a au moins 2 rôles. Je dis au moins 2 rôles parce que c'est un pouvoir de contrôle et c'est un pouvoir de sanction. Mais on va le voir, c'est aussi un pouvoir presque qui se refuse d'être normatif, mais qui quand même vous dit comment faire, vous donne des bonnes pratiques et si vous ne les respectez pas, gare à vous. Donc, un rôle de contrôle, on a quelques statistiques sur les contrôles de l'AFA. Alors, c'est des statistiques qui, comme tout en la matière, datent d'avant la crise Covid de la dernière année. Donc, c'est les statistiques de 2019. Il y avait chaque année, depuis la création de l'AFA, moins d'une 50aine de contrôles. Une 20aine de contrôles sur des acteurs économiques, c'est-à-dire des acteurs de la sphère privée, avec des contrôles
globaux sur des entreprises du CAC 40, il y en avait 3, 12 contrôles thématiques, puisque l'AFA peut aussi décider de faire des contrôles par secteur d'activité, certains d'entre vous le savent, et on attend tous les résultats de certains de ces contrôles de secteur d'activité, et puis il y a aussi des contrôles qui sont des contrôles de suite d'avertissement antérieur de l'AFA. On a aussi 16 contrôles en 2019 sur des acteurs publics et puis aussi 4 poursuites de contrôle d'exécution de CEGIP. Alors, ça fait moins d'une cinquantaine. Ça donne, et c'est aussi les chiffres qu'on avait sur le slide, 800 procédures à peu près pour des atteintes à la probité. C'est le côté aussi exceptionnel des choses. Le pénal, je le dis souvent, et c'est la même chose sur les atteintes à la probité, c'est ce qui est exceptionnel. Réfléchissez au nombre de sociétés qui existent, au nombre ne serait-ce que de SA qui vont exister, au nombre d'entités qui seraient susceptibles d'être concernées, et on se retrouve à chaque fois sur des problématiques qui sont exceptionnelles, mais qui, pour autant, il va falloir justement les gérer parce que ça va devenir l'affaire de la vie et comme de la vie des opérationnels qui seront impliqués et parfois même de la survie de l'entreprise. Quelques mots très rapides au regard de l'heure sur les modalités de contrôle. Bon, c'est des opérations, je dirais, classiques d'une autorité indépendante avec contrôle sur pièce sur place, une durée un peu conséquente avec des observations, la possibilité de formuler des observations en réponse, puis ensuite un rapport définitif auquel vous pourrez éventuellement, encore une fois, avant le rapport définitif, répondre puisqu'il va y avoir une petite phase contradictoire. En cas de manquement constaté, le directeur de l'AFA, il aura tout de suite deux possibilités, soit délivrer un avertissement, soit saisir la commission des sanctions, puisque l'AFA a aussi cette casquette de sanctions. Alors, les sanctions de l'AFA, ça va être des injonctions de se mettre en conformité avec les obligations légales, et notamment la loi Sapin 2. Ça va être aussi des sanctions pécuniaires de 200 000 à 1 million d'euros pour les personnes morales. Et puis, ça va être la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision comportant cette injonction. Alors, je vous ai mis tout en bas les statistiques sur l'analyse des sanctions prononcées parce qu'on a tous regardé ça avec beaucoup d'intérêt, mais à ce jour, pour le moment, on a eu donc ces deux décisions, Sonepar en juillet 2019 avec une société qui fait plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires, Imerys qui est pareil, un chiffre d'affaires qui se compte en milliards, et ce qu'il faut retenir, c'est c'est des décisions sans sanction pécuniaire, mais avec injonction de se mettre en conformité. Et ça a un lien, je voulais souligner un petit point qui est au cœur du webinaire, c'est par rapport à la chambre criminelle, l'AFA prend la peine d'anonymiser les décisions. Donc, pour essayer que ça ne porte pas atteinte à la personne morale, mais en fait, on connaît tous le nom de la société. L'audience est publique et la presse se fait largement l'écho des investigations en amont et évidemment des investigations et des décisions qui vont être prises par l'AFA. Vous avez aussi un rôle qui est important, qui est celui des bonnes pratiques avec les dernières recommandations de l'AFA qui date de janvier 2001 avec l'idée de réorganiser les piliers de la loi Sapin en donnant un ordre prioritaire des choses, une généralisation aussi du régime de l'article 17, c'est-à-dire que même si vous ne remplissez pas les conditions de la loi Sapin en termes de nombre de salariés ou en termes de chiffre d'affaires, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on sent que l'AFA aimerait bien que tout le monde fasse cet effort de lutter contre la corruption, et peu importe si ce n'était pas la volonté du législateur. Mais vous avez des guides qui sont régulièrement mis à jour, comme celui du 12 mars 2021 sur les fusions-acquisitions. On a parlé aussi donc du pendant de la crise qui est bien sûr le contrôle AFA, mais qui va être aussi la révélation d'infractions avec bien évidemment une enquête, une garde à vue. Ça va se manifester comme ça, soit très en amont, on sait et on va pouvoir anticiper, mais le plus souvent, ça va être des perquisitions, des petites réquisitions judiciaires qui doivent sonner l'alerte, des gardes à vue ou des auditions libres. Et là aussi, c'est pareil, il va falloir le plus possible anticiper. Un point d'espoir aussi pour ceux qui seraient inquiets, une décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue, qui concerne l'autorité de la concurrence, mais qui a été rendue le 26 mars 2021, qui vient dire que c'était une société qui avait été condamnée à 900 000 € pour
obstruction à l'enquête, qui a fait une QPC devant le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel est venu abroger le texte, et ça devrait avoir des conséquences sur le mode de fonctionnement de pas mal des autorités administratives et pas seulement l'autorité de la concurrence. Donc peut-être que l'AFA aussi va tenir compte de ce qui s'est passé. Et je cède la place à Emmanuelle, puisque les conseils qu'elle va vous donner, mais je ne veux pas déflorer le sujet, sont très proches de ce qu'on prépare avant une garde à vue, où on fait des position papers et des Q&A, justement, pour préparer les investigations judiciaires. Un homme averti en vaut deux. Je sais qu'il faut plus. Ça marche pour une femme aussi, donc. Merci, c'est bien aimable à vous, maître. Vous êtes en minorité aujourd'hui, donc nous avons réussi brillamment de ne pas être paritaire. Merci beaucoup. Tout ça est très, très intéressant de voir un peu quelles sont les tendances et la nature du risque. Hein. Donc, la garde à vue, je ne peux que vous conseiller de vous y préparer avec un avocat qui va bien pour être certain de ne pas, dès le départ, j'ai envie de dire, de mettre toutes les chances de votre côté. C'est aussi une préparation qui est intéressante parce que d'un point de vue de la gestion du stress, de la gestion de la posture, de la gestion de la famille, enfin de tout ce qui peut être les conséquences derrière. Un homme préparé en vaut deux, une femme aussi. Mais moi, je vous suggérerais d'aller un peu plus loin et de vous entraîner en fait à la gestion de la crise et de vous dire, eh bien, s'il se passe quelque chose, comment est-ce que qu'est-ce qu'on ferait dans l'entreprise, comment est-ce qu'on s'organiserait et quelle serait notre posture. Et c'est là où j'ai ma slide préférée sur les péchés capitaux. Qui sont justement les postures les plus instinctives, les choses que vous avez très, très, très envie de faire quand ça vous arrive, mais qui malheureusement sont toutes pas du tout des bonnes idées, hein, puisque derrière, après, pour redresser la barre, c'est plus compliqué. Alors, le premier, qui était plutôt un biais cognitif, en fait, qu'une posture, c'est le déni. Et ça, on n'en parle toujours pas suffisamment. On a eu quand même un exemple absolument brillant avec le Covid. Le déni, c'est tout va très bien, Madame la Marquise, je n'ai pas vu les signaux faibles. On me demande, les autorités me demandent 2-3 trucs. Après, il y a peut-être une investigation qui va commencer. Et puis, je ne me projette pas en fait dans l'idée que ça pourrait mal se passer. Et donc, comme je déteste ça, parce que en fait, c'est tout à fait humain, on n'a pas du tout envie de se dire que ça va empirer. Eh bien, je le mets sous la table, j'en parle à personne, je garde ça dans mon coin. Enfin, je parle peut-être des directeurs juridiques. Je ne convoque pas de cellule de crise et je me dis que c'est pas bien grave, ça va passer, ça va pas se voir, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier défaut, parce que tant que vous êtes dans cette phase de déni, vous n'avez pas déclenché une gestion de la situation, vous n'avez pas déclenché une réflexion d'anticipation, et donc les choses vont vous débouler dessus sans que vous soyez préparé du tout. Et c'est là qu'on est mauvais. Et c'est là qu'on va peut-être déclencher les péchés suivants, qui sont le 2, 3, 4, 5, 6. Donc, une des tendances et une des peut-être envies qu'on aurait, ce serait d'aller accuser le voisin ou d'aller se dire ah ben c'est pas nous, en fait, c'est notre filiale en Angola. C'est pas moi, c'est l'employé Tartampion. Mais la filiale en Angola et l'employé Dupont, c'est vous. En fait, donc ça ne le fait pas de dire que c'est pas moi, ça ne marche pas. Et ce n'est pas une posture possible et entendable de la part d'une entreprise digne de ce nom. Et juridiquement, ça ne marche pas, hein, pardon Emmanuel, mais en plus. Ça marche pas. En plus, restez chez vous. Donc ça vous arrive à vous, et donc il faut l'assumer au sens de l'accountability, au sens anglais en fait du terme, de la posture responsable. Responsable ne veut pas dire coupable. Je pense que je le répète suffisamment, mais c'est très très important de se détendre en fait par rapport à ça. Ensuite, la globalisation, vous comprenez, dans le marché du BTP, tout le monde fait ça. Bon, ça ne marche pas non plus. Voilà, c'est vous qui êtes accusé. Et donc, même s'il y a 200 autres petits camarades qui font pareil, ça va, c'est tant pis, c'est tombé sur vous, parce que peut-être vous étiez le nom le plus connu, ou peut-être c'est pas de bol, mais de toute façon, la défense qui consiste à dire que le marché ou le pays ou le secteur d'activité est comme ça, ne peut pas, voilà, c'est pas la bonne posture du tout. Les abonnés absents,
Alors, il commence à y avoir des rumeurs, ça se médiatise, etc. On vous pose des questions, mais enfin, que se passe-t-il? Ou en interne, on vous pose des questions. Et là, c'est l'omerta, le no comment, le couvercle sur la marmite. Donc ça, c'est aussi, enfin, c'est une com à la papa qui pourrait être acceptable, enfin, qui a beaucoup été pratiquée il y a 20 ans. C'est plus du tout possible. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte, n'importe qui est juge de ce que vous faites, et la pression sociétale est telle que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas répondre. Et en plus, moins vous répondez, plus vous êtes coupable, là pour le coup. L'acceptation, ah oui, bah, c'est dommage. Bah non, ça, c'est pas acceptable non plus du tout, hein. Vous devez avoir une posture extrêmement forte, extrêmement ferme face à la corruption. Donc, et ce n'est pas juste de la communication, c'est des actions. Des actions au sens que vous allez, je ne sais pas quoi, démanteler la filière, licencier les gens et porter plainte. Il vous faut des actions et ensuite parler de ces actions-là, hein. Donc, la bonne posture, c'est ETA, comme j'aime bien dire, empathie, transparence, action. Et donc, l'acceptation, ça ne marche pas. Se poser en victime, ce n'est pas ma faute, je me suis fait avoir par un tel qui travaille chez moi. C'est un petit peu comme le bouc émissaire, ça ne marche pas. La réponse légale est nécessaire, mais absolument pas suffisante. Et la réponse légale, ce n'est pas de la com, hein. C'est une réponse légale, c'est-à-dire que j'appelle mon avocat, je me défends et je fais tout ce qu'il faut pour me protéger en tant que personne morale, en tant que personne physique. Cependant, ça, ce n'est pas de la com. C'est le domaine et le périmètre juridique. Qu'est-ce qu'on fait en termes de communication? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la posture? Et la posture ne peut pas être j'étais dans mon bon droit, ou la posture ne peut pas être taisez-vous, j'appelle mon avocat. Donc, il faut être bien conscient de la différence en fait entre la réponse juridique et la réponse de communication de crise. Le manque d'empathie, le mépris, l'arrogance. Mais enfin, de quoi vous mêlez-vous? Comment pouvez-vous mettre en doute nos activités? Attention, parce que ça, en démarrage de crise de réputation sur des affaires de corruption, en particulier au début, mettons que vous ayez une rumeur, une fuite, quelque chose qui se passe comme ça, si vous commencez sans, j'ai envie de dire, sans avoir fait des enquêtes, sans être sûr de ce que vous dites, en étant extrêmement arrogant et en disant, bah, écoutez, cela ne peut pas arriver chez moi, par exemple, vous avez quand même toutes les chances de vous prendre un bon retour de bâton. Et de toute façon, c'est un mode de communication qui aujourd'hui n'est plus toléré, en particulier de la part des grandes entreprises. Et la minimisation, qui pourrait être de dire, bon, mais c'est bon, c'est pas grave en fait. Il a reçu 3 caisses de champagne, on n'a tué personne. Bon, ça, vous savez très bien que socialement aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut se préparer, hein, ne pas se demander si ça va vous arriver, mais se demander quand ça va vous arriver. Et donc, la première des choses, c'est avoir un système d'alerte en interne suffisamment rodé, suffisamment, j'ai envie de dire, avec suffisamment de confiance dans les parties prenantes internes pour que le comité de direction, le COMEX, voire le conseil d'administration, soit alerté des signaux faibles sans que ce soit tout de suite, immédiatement, le bâton et le régime de la peur. Donc, les gens doivent pouvoir, j'ai envie de dire tranquillement, sans penser que on va leur dire que c'est leur faute ou ils vont se faire virer, doivent pouvoir transmettre un signal faible en disant j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, etc. Donc ça, le plus important, enfin, ce qui est très important, c'est que cette alerte arrive au bon endroit et qu'elle soit traitée entièrement. Et qu'on se dise, non pas, c'est pas bien grave, allez, on met ça sous le tapis, mais qu'on se dise comment est-ce que ça peut empirer. Et du coup, si potentiellement, en fait, c'est le potentiel de crise qu'on va examiner. Donc, si potentiellement ça pourrait être très grave, eh bien, ouvrir une cellule de crise, pour ça, il faut qu'elle existe, il faut qu'elle soit entraînée, et cette cellule va faire deux choses, deux travaux. Un premier qui est de cartographier les parties prenantes de la crise. On a qui, là, dans la balance? On a nos clients, les autorités, les sous-traitants, l'interne, évidemment, mes employés, etc. Comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils vont avoir la nouvelle qu'il y a des accusations de corruption dans notre entreprise? Quelles vont être leurs questions? Comment est-ce que potentiellement qu'est-ce qu'ils pourraient faire en fait, hein? Quelle est leur influence? Quel est leur potentiel de nuisance? Et puis, préparer l'histoire, comment est-ce qu'on la raconte? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc, en fait, c'est souvent un peu plus compliqué que ce qu'on croit de mettre un sujet-verbe complément sur les faits. Les faits qui peuvent être, pas des faits d'ailleurs, qui peuvent être juste une enquête ou juste une rumeur.
et comment est-ce qu'on en parle et quelles sont les questions que les gens vont poser et comment est-ce qu'on y répond. Et ensuite, voilà, s'entraîner en fait à utiliser tout ça. Donc en très gros, il est absolument essentiel d'avoir un plan en fait. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Tes conseils, Emmanuel, fonctionnent pour les atteintes à la probité en cas de crise, mais fonctionnent vraiment aussi pour d'autres infractions, que ce soit celles à l'environnement, les homicides involontaires. Les policiers disent toujours que les gens qui ne sont pas préparés, quand on va leur poser la question, le premier PV, ça va être, ils appellent ça le PV de chiquet parce que les gens mentent. Et c'est la même chose, j'ai envie de dire, quand on prépare l'audition et qu'on rencontre le client, qui est souvent un directeur juridique, et ben, c'est pareil, il a aussi pas mal de petits… Il n'a pas toute la vérité. Donc, il va falloir faire ce travail de préparation et le faire en commun avec la communication, comme on peut être habitué à le faire ensemble d'ailleurs. Absolument. Mais on a le même sujet. Quand quelqu'un arrive, qu'il appelle un vendredi soir à 18h en disant « bon là, ça ne va pas bien se passer » et qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas du tout ce qui s'est… Enfin voilà, on ne connaît pas le contexte, on n'a rien. On va avoir une version de l'histoire. Et forcément, ça va être partie de notre job d'aller chercher ce qu'ils n'auront… C'est pas, parfois, c'est vraiment c'est du déni, c'est de l'œillère, on ne veut pas dire la totalité des choses, mais souvent, c'est parce que quand on est le nez dans le guidon, comme on dit, quand on est dans l'affaire, on a beaucoup de mal tout seul, en fait, à prendre de la hauteur ou à sortir et prendre de la perspective. Et c'est un peu notre rôle de regarder la situation dans son ensemble et de se mettre d'accord sur finalement de quoi s'agit-il, quels sont nos enjeux majeurs et à partir de là, d'avoir une vision de la situation complète qui nous permet de choisir la meilleure stratégie de réponse. Et voilà, pour reprendre ce que tu disais, Alexandre, il est absolument essentiel que la com et le juridique, que ce soit vos consultants ou que ce soit en interne, aient l'habitude de bosser ensemble et ne restent pas dans leur périmètre, qui sont extrêmement différents. Le temps médiatique, le temps juridique sont totalement différents. Le temps médiatique est immédiat, le temps juridique, on en a pour 10 ans. Enfin, pas pour tout, mais bon, pour longtemps, on va dire, en tout cas. Et le temps médiatique sera passé. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un appel et un procès, on en reprend une couche médiatiquement. Ça, c'est aussi intéressant. Mais ce n'est pas le même temps. Et ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas le même métier. Et donc, il est absolument essentiel que les stratégies de l'un et de l'autre soient alignées, connues, que ça bosse vraiment main dans la main, mais ce n'est absolument pas du tout instinctif, habituel, et souvent, c'est une source de conflit dans les cellules de crise, puisqu'on va avoir les gens qui sont déjà, la crise est là, vous êtes stressé, vous avez votre PDG qui est dans la cellule de crise, et puis chacun va vouloir évidemment avoir raison. Et il ne s'agit pas d'avoir raison, en fait. Il s'agit de gagner la guerre. Donc, c'est pas, on ne cherche pas la même chose, là. Mais c'est une habitude de travailler ensemble qui fait qu'on va devenir plus fluide et on va comprendre les enjeux, la com va comprendre les enjeux du juridique et réciproquement. Et tout ça va travailler ensemble pour la réussite et la protection, finalement, de l'entreprise. Et pour reboucler la boucle, c'est un des enjeux d'un système de management de faire travailler ensemble les personnes qui vont collaborer au même objectif. Et à froid au moment de la mise en place de la norme ISO. Donc, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes parfaitement, enfin non, nous ne sommes pas tout à fait dans les temps. Mais tout à fait. Je peux déjà répondre à une des questions, si Emmanuel, tu me permets. Il y avait le nombre de procédures. Alors, c'est une question de Jenny Gastine Menou de Risquez-vous. Est-ce que le nombre de procédures qui sont sur le premier slide, c'est-à-dire à peu près 800 procédures en matière d'atteinte à la probité, comprend les CJIP, alors on parle tous comme ça, donc les conventions judiciaires d'intérêt public. Les statistiques, c'est toujours une matière difficile à appréhender. C'est des stats qui datent de 2017. Il y a eu une seule CJIP à ce moment-là qui était celle fin 2017 d'HSBC. D'ailleurs, peut-être que dans les participants, des gens la connaissent bien. Il n'y a aucune raison que les statistiques fournies par la chancellerie n'intègrent pas la CJIP dès lors que c'est une mesure alternative aux poursuites prévues par l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale. Donc la réponse courte, c'est oui.
J'adore les avocats, c'est formidable. Merci Alexandre. À votre service. Alors, j'ai une deuxième question. Tu nous diras s'il y a des questions sur YouTube. Alors, existe-t-il un moyen d'avoir de la data fiable sur l'Afrique et le Maghreb? Alors, bon, j'interprète la question. C'est pas super évident, mais j'imagine que c'est est-ce qu'on peut, enfin, comment on fait pour choisir le bon sous-traitant, le bon partenaire Dans le cadre des process de contrôle exactement avec les sous-traitants, et c'est vrai ça. que… Comment on fait? C'est pas évident. Moi, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Africa Verify, qui est pas très vieux, mais qui screen en fait, hein, voilà, les acteurs en Afrique et qui peut donner de la data intéressante. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Je sais juste que ça coûte de l'argent aux clients. Oui, ah ben ça c'est sûr que oui. Alors vous pouvez aussi y aller vous-même, aller tout vérifier. Non, mais il y a des bases, c'est Il y a des bases de bases, ouais. données, les bases de données et qu'elles coûtent de l'argent, des entreprises spécialisées aussi qui communiquent dessus, mais ça coûte, oui. Ça coûte de l'argent. La data, pétrole du 21e siècle, peut-être que Céleste, des idées tu as peut-être des idées de réponse ou de non, après, il y a les partenaires de due diligence. Alors après, je ne sais pas si la question, c'était aussi est-ce qu'il y a de la data au sens des sanctions, etc., que vous avez pu partager sur la partie française. Ah. Là, en l'occurrence, je connais peu, mais… Ah oui, des datas sur les sanctions éventuelles, enfin, en Afrique, oui, etc. Ah oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas de data liée à Sapin 2. Par contre, sur les FCPA, alors, je n'ai pas de chiffres, hein, mais c'est hyper courant. En fait, c'est des filiales, enfin, c'est la guerre économique, en fait, avec les États-Unis, hein, pour dire les choses comme elles sont. C'est très, très courant d'avoir quelqu'un qui est payé, puisque les lanceurs d'alerte sont payés hein, par les États-Unis. Donc, ça va être facile, entre guillemets, de trouver dans une filiale africaine un défaut, quelque chose. Et ce lanceur d'alerte qui est payé va être accueilli sur le sol américain. Il va dénoncer. Et puis, si vous avez également une activité sur le sol américain, boum, FCPA, FBI et l'effet domino, quoi. Et donc ça, c'est très fréquent par contre. Mais ce n'est pas dans le cadre de la loi Sapin 2. Je ne sais pas si vous avez des exemples où l'extraterritorialité de Sapin 2 aurait affecté les entreprises françaises. Mais c'est un débat que suit Raphaël Gauvain en ce moment à l'Assemblée pour essayer justement que la loi française puisse s'opposer, puisse elle-même réprimer pour éviter justement de se faire réprimer par les autres. C'est ça, mais nous n'avons pas tout à fait la même philosophie. Alors, question pour Céleste. Alors, elle est longue la question. Céleste, tu la vois. Question numéro 1 de Valentin. Alors, Valentin est DPO, donc je vais être concerné au premier chef. Quels conseils concrets donneriez-vous pour entraîner dans une conformité ISO des salariés dont ce n'est pas le cœur de métier et pour lesquels cela pourrait représenter une charge de travail supplémentaire avec un bénéfice individuel difficile à identifier? Ça, c'est la question numéro 1 de Valentin. Alors, en fait, je n'ai pas forcément d'opposition, en tout cas pour une entreprise qui est déjà soumise à l'article 17 de la loi Sapin 2. De toute façon, les obligations, elles sont déjà là pour les salariés et la démarche de certification ne va pas demander plus de choses que ce que demande déjà la réglementation. Donc peut-être que la question elle peut se poser dans des structures plus petites qui effectivement ont moins besoin de formaliser leur programme. Après, dès l'instant que de toute façon, on est soumis ou au World Bank Integrity Guidelines ou au FCPA ou au UKBA ou à Sapin 2, de toute façon, aujourd'hui, il faut que les collaborateurs qui sont concernés entrent dans cette démarche. Et après, le fait d'entrer dans la démarche de certification ISO ne veut pas forcément dire, c'est vrai qu'on a un petit peu peut-être l'image poussiéreuse de l'ISO avec toutes les procédures qu'on écrivait que pour l'auditeur qui allait venir les regarder une fois par an et qui en était le seul lecteur. Aujourd'hui, quand même, les normes sont pensées de manière beaucoup plus efficace
Et notamment, ça peut être intégré dans les processus de l'entreprise, dans les processus d'achat, dans les processus commerciaux, etc. On ne s'attend pas forcément à des procédures stand-alone. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas réellement d'opposition ou de surcharge, même si, bien sûr, il y a une préparation. Mais peut-être que ce que cherche Valentin, c'est comment on les motive, en fait. Ils y gagnent quoi à ce truc-là? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, sur un CV, de dire qu'on a participé à la certification ISO de l'entreprise? Est-ce qu'on peut trouver peut-être des choses qui motivent l'individu, au-delà du fait qu'il va pas, enfin, que c'est du pénal pour le patron, mais Et que la compliance est très à la mode et que ça ça se vend très bien, ça Ça se se vend vend très bien bien. sur Ça le se vend très marché. bien. Ah bah voilà, ça c'est pas mal. Un argument de vente, en fait, je pense Ça que fait c'est peur ça à tout le monde. Personne n'a l'impression de comprendre vraiment ce que c'est, mais ça se vend très bien. Voilà, Donc, je pense que effectivement, ça revient sur ce rôle de la récompense, où, à mon avis, c'est plus facile de travailler dans une perspective ISO, où malgré tout, à la fin, il y a une mesure de ce qu'on a accompli, que de travailler sans visu extérieur sur ce qu'on fait pour répondre aux régulateurs, sans savoir si ce qu'on fait est suffisant ou pas. d'accord. Donc c'est du management de base, c'est-à-dire on ouvre le champagne quand on est certifié et on félicite tout le monde et on a un bonus et on met ça sur son CV. Il y a le côté miroir, efficacité de ce qu'on fait. Ouais. Et en plus, on voit le résultat. Bon, super. Alors ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Le rattachement, bon. Comment convaincre mon COMEX de se préparer à une éventuelle explosion d'une affaire de corruption dans la presse? Enfin bref, comment passer c'est souvent considéré effectivement tout ce qui est entraînement, préparation, enfin vous le savez, comme un centre de coût, tant que ça ne leur est pas arrivé. Donc, je pense que avec la multiplication des cyberattaques, avec le renforcement des différentes législations, etc., je pense qu'on peut trouver quand même des bons arguments. Et la compliance, l'avantage que ça a par rapport à la gestion de crise de façon générale, parce que moi je ne fais pas que de la compliance, je vais faire de l'accident industriel, je ne sais pas quoi, du plan social, enfin d'autres activités qui génèrent de la crise. C'est toujours un peu compliqué de convaincre un COMEX à travailler sa gestion de crise. Autant les opérationnels, le codir d'une usine, Céveso, bah oui, ça, il ne se pose pas la question. Par contre, un COMEX, il a souvent l'impression qu'il sait tout faire et qu'il n'a pas besoin de s'entraîner et qu'ils sont très intelligents, ils ont des tas de diplômes et que voilà. Et donc, le sujet de la compliance est absolument excellent pour les motiver. Parce qu'à la fin de la journée, c'est là que ça va se passer quand même s'il y a un défaut. C'est leur nom qui sera dehors et pas celui de l'usine de production de Garges-les-Gonesse. Donc ça peut être quand même des arguments assez intéressants pour au moins, j'ai envie de dire, faire un exercice d'entraînement et voir ce qui se passe. Vous les mettez en situation et voyons comment les gens se débrouillent, quoi. D'autant qu'en cas de crise, le code pénal est bien fait et très généreux, le droit pénal. On va chercher l'entreprise et les dirigeants mandataires sociaux. Donc, ça peut être aussi les membres du COMEX. Donc, ils ont tout intérêt à bien se préparer en amont. Ça leur Absolument. coûtera moins cher. Bon, voilà, il y a aussi l'histoire du coût, bien entendu, c'est qu'une crise mal gérée, forcément, vraiment, forcément, ça coûte rajouter 3 euros, quoi. Et en termes judiciaires, intervenir en amont, ça n'a rien à voir, hein. On peut obtenir un rappel à la loi, on peut obtenir un classement sans suite alors qu'on a commis l'infraction, on peut obtenir des transactions. Une fois qu'on est devant le tribunal, c'est public, donc tout le monde est au courant, et ensuite, on a toutes les chances d'être condamné, 9 chances sur 10. Donc, il faut agir en amont, toutes. En amont, toutes, absolument. Et évidemment, si c'est la première fois que vous y réfléchissez, la première fois que vous y pensez et que vous êtes totalement sous stress, vous pouvez être sûr de tomber dans l'un des 9 péchés capitaux. Voilà. Alors, Virginie nous dit plein de choses. Alors, comme elle l'a mis dans le Q&A, je ne suis pas sûre que ce soit public. Elle nous parle d'intelligence économique, mais ça devait être pour la data tout à l'heure. Elle nous dit qu'elle a réalisé un benchmark indépendant sur les outils de la compliance, ce benchmark qui est disponible auprès de l'Institut du risque et compliance. Virginie, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est dispo? Est-ce que vous pouvez mettre le lien dans la conversation, s'il vous plaît?
Pas dans le question-réponse, dans la conversation pour que ce soit accessible, je le mettrai en public. Alors, Sophie qui nous demande si on a des conseils pour éviter le rattachement à la loi américaine. Alors, je vois inquiète de poursuites pénales, mais il faut éviter, et il n'y a pas vraiment de technique, hein, c'est essayer de négocier avec le juge pénal français ou le parquet français pour éviter de faire l'objet de double poursuite rapidement. Voilà, ou alors éviter d'avoir une entreprise sur le sol américain. C'est un peu plus compliqué. Pour ceux qui n'ont pas de filiale aux États-Unis, ils peuvent quand même aussi faire attention aux partenaires avec lesquels ils s'associent, au Cloud Act et essayer de maximiser, d'avoir leurs data en France et travailler avec des partenaires français. Après, ceux qui sont de toute façon avec une filiale aux États-Unis ou des partenaires américains, c'est ça. C'est un vaste sujet. Vaste sujet. Alors, on a donc, une question pour stimuler une conversation avec les collaborateurs. Profiter de la journée internationale anticorruption le 9 décembre. Je ne savais pas qu'il y avait une journée internationale de l'anticorruption. Ben, voilà une bonne idée en com interne pour fédérer tout le monde sur le sujet. Merci beaucoup, Malika. On commence à avoir des journées de l'éthique, effectivement, en entreprise qui ont choisi ce jour-là de manière… oui, c'est pas mal, ouais, c'est une bonne idée. Ouais, sur le modèle des journées sécurité, c'est vrai que c'est un bon moyen de parler de façon récurrente. Alors, c'est mieux de les faire tous les de faire des quarts d'heure sécurité. Hein, qui fait pas mal d'homicides involontaires que des journées. Chacun voit midi à sa porte. Alors, j'ai encore une question de Sophie. Donc, comment intégrer les restrictions sur les transferts de fonds ou sur l'échange de devises imposées par certains pays dans une politique de compliance ISO 37001? Alors, moi, j'ai botté en touche. Hein, c'est ISO 37001, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. C'est pour Céleste. Après, la norme, elle repose de toute façon sur la conformité réglementaire, sur les attentes des parties intéressées. Donc, de toute façon, l'entreprise, elle a déjà comme présupposé d'être en conformité réglementaire. Donc, elle est bien obligée de respecter les éventuelles règles qui s'appliquent à elle. Donc, du coup, il n'y a pas de contradiction. Nous, par contre, ce que l'auditeur va regarder, c'est si l'entreprise identifie bien les enjeux qui la concernent et met en place des actions correspondantes. Et du coup, peut-être pour embarquer la question suivante qui doit me concerner aussi, donc lors d'un audit, une cartographie des risques peut-elle être sanctionnée? Alors, la réponse est peut-être un peu différente. C'est vrai que par rapport à l'AFA, c'est ce que je disais tout à l'heure, la norme est beaucoup moins prescriptive sur la façon dont on doit faire sa cartographie des risques de corruption. Alors, il est nécessaire d'en avoir une. Il est nécessaire de pouvoir l'expliciter. Donc, l'auditeur possiblement peut la challenger. En revanche, ce serait plutôt l'absence de cartographie ou alors vraiment une cartographie très éloignée de la réalité ou du bon sens qui pourrait être sanctionnée. Mais c'est vrai que pour le coup, l'auditeur, la norme ne nous guide pas à nouveau au point que le fait l'AFA et on serait enclin à accepter des cartographies que probablement l'AFA critiquerait. Et sur les critiques des cartos par l'AFA, oui, j'invite Sophie Lebas à bien aller voir les décisions Sonepar et Imerys qui sont très parlantes sur justement ce qui est censé maintenant être le pilier principal au terme des dernières recommandations de janvier 2021. Après, avec cette petite subtilité, quand on audite une entreprise française, si c'est une entreprise française qui dépend de l'article 17, forcément, l'AFA va apparaître comme une partie intéressée. Donc, on va quand même demander à l'entreprise ce qu'elle fait pour essayer de répondre aux attentes de l'AFA et notamment ce qu'elle fait en matière de cartographie des risques pour s'aligner sur justement les recommandations de l'AFA sur la carto.
Ok. Alors, j'ai une question de Olivier Perrin. Comment concilier le développement d'une culture anticorruption avec une norme ISO? Encore une fois, la réputation de la norme ISO, c'est un truc, hein. C'est comme quand on parle d'AFNOR et d'ISO, les gens poussent des cris. C'est-à-dire que le 9001 est passé par là et a laissé des séquelles. Et donc, voilà, il se demande comment est-ce qu'on peut concilier culture et process. Après, la norme ISO, je pense qu'elle elle permet surtout de mettre vraiment au cœur du dispositif l'engagement de la direction, des moyens, de la sensibilisation, de la communication. Et ça, ce sont quand même vraiment des leviers essentiels pour travailler sur la culture. Si vous avez la bonne gouvernance, si vous avez un PDG qui soutient la démarche, un compliance officer pour animer le dispositif, et que vous faites tout ce qu'il faut en termes de comme interne, comme externe, préparation à la com, de crise également. Toute la partie formation, vous faites forcément évaluer votre culture d'entreprise. Alors après, qu'il y ait une partie documentée, mais à nouveau, c'est le sens de l'histoire et c'est exactement ce que vous demande également l'AFA ou la plupart des régulateurs aujourd'hui en cas de contrôle. Donc, ça, pour le coup, en matière d'anticorruption, c'est vraiment pas une spécificité ISO, ça rejoint les attentes des régulateurs. Et je fais un parallèle avec un régulateur dans le secteur bancaire où les autorités de tutelle maintenant peuvent faire vraiment des audits spécifiques anticorruption. Et là, c'est pareil, ils vont aller vérifier vraiment sur pièce tout ce qui est enregistrement. Donc, je pense que vraiment, c'est un sujet sur lequel ça me paraît pas forcément pertinent d'opposer le côté procédure. Ok, merci. Ça me paraît tout à fait intéressant. Alors, il y a Pascal qui disait qu'en complément de la réponse qui a été donnée à Valentin, la conformité anticorruption, c'est renforcer l'éthique de l'entreprise et les salariés, ils sont sensibles. Et c'est vrai que la jeune génération en particulier, ils veulent bosser pour des boîtes éthiques, qui font tout bien, etc. Et ça, c'est peut-être un élément de rétention des talents. Ça peut être aussi un argument, puisqu'on cherchait des arguments tout à l'heure. C'est vrai que Alors, dans le cadre du recrutement, je pense que c'est un enjeu. rétention et recrutement, ouais, image employeur en fait. Alors, quel outil peut-on mettre en place pour repérer les signaux faibles de corruption au-delà d'un canal de remontée d'informations? Merci. Je pense que ça participe de la culture beaucoup aussi. Ouais, alors ça dépend des industries. Il y a aussi, mais on peut imaginer que dans tout ce que l'AFA ou certaines industries proposent en termes de contrôle permanent, la fameuse deuxième ligne de contrôle, ben là, c'est vrai que quelqu'un qui ne respecte pas la procédure cadeau et invitation ou quelqu'un qui fait ses e-learning en retard, etc., ben, ce n'est pas forcément un problème de corruption. Par contre, ben, c'est cumulé, ça commence à être peut-être effectivement des signaux faibles dont on peut commencer à observer. Donc, je sais que les banques, par exemple, scrutent ça de manière très précise avec des évaluations de la conduite des collaborateurs. C'est un des moyens également. Oui, c'est un peu des KPI. Je pense que c'est un peu comme quand on était au début, enfin, même moi, je n'ai pas connu ça, mais au début du HSE, en fait, hein, santé, sécurité, environnement. Les entreprises qui ont une culture HSE très forte, vous savez très bien que si vous descendez un escalier et vous ne tenez pas la rampe, on va vous regarder de travers. Et ça n'a même pas besoin d'être écrit, en fait, tellement c'est ancré. Et donc, au bout d'un moment, je pense qu'on peut avoir ce genre de culture très forte qui fait que c'est même pas la peine de faire du reporting d'alerte. Les gens savent très bien voilà, par culture d'entreprise, par porosité, par effet d'équipe, par effet d'entraînement, par effet aussi comment dirais-je, d'exemplarité, que ça ne le fait pas, quoi. En fait, c'est une boîte où on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais ça prend, j'imagine, ça prend du temps d'arriver là. Après, il y a le discours des gens aussi, tout simplement, hein, des collaborateurs.
Et puis, il y a une vraie différence entre ceux qui l'ont expérimenté, c'est-à-dire les poursuites de ceux qui sont tombés dans l'escalier parce qu'ils ne se tenaient pas la rampe et le président a été poursuivi ou la société a été poursuivie si c'est postérieur à 94. Il y a une vraie différence entre les clients, ceux qui ont déjà été confrontés à une procédure, à une crise, et ceux qui ne l'ont pas été et qui ont effectivement les fameux péchés capitaux qu'on rencontre régulièrement, avec des Comme profils les... plus difficiles que d'autres à défendre. Notamment les ingénieurs et les énarques, mais bon, et les avocats et les Si je dis ça, je notaires. dis rien en fait, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est un peu comme les enfants à qui on dit ça ne touche pas à la bougie, elle brûle, ils touchent quand même et ça brûle et après il n'y revient pas quoi. Enfin, bref. Alors, Céleste, est-ce que vous proposez des prestations d'accompagnement des entreprises à la certification ISO 37001, notamment des audits à blanc? Voilà une bonne question. Alors, elles sont un petit peu contradictoires. Non, comme un organisme de certification, on ne fait absolument pas d'accompagnement. Ça nous est même interdit de par notre accréditation COFRAC. En revanche, on peut faire des audits à blanc avec des règles très précises. Et pour être pointu, on a le droit d'en faire un pour une organisation et il doit faire une durée maximum à peu près d'un tiers de ce que durerait un audit de certification. Donc, nous avons des règles très précises de notre organisme d'accréditation sur le sujet. Et donc ça, effectivement, on est amené à en réaliser. Mais toute la partie conseil, effectivement, on ne peut pas être Jugé parti. jugé parti. Alors, non, non, vas-y, Alexandre. Je disais à la différence de l'AFA, mais mauvaise boutade, pardon. Je ne sais pas, j'espère qu'ils ne sont pas là, qu'ils n'écoutent pas. Alors, quelles sont les voies possibles en France pour un sous-traitant en Afrique de lancer une alerte quand il subit une pression de quelques membres de son donneur d'ordre sans perdre son contrat? Alors, reprenons, ça sent le cas concret. Ça dépend beaucoup du donneur d'ordre parce qu'il y a beaucoup quand même d'entreprises aujourd'hui qui ouvrent leur dispositif d'alerte au tiers. Alors, d'ailleurs, c'est une obligation pour celles qui sont assujetties à la loi sur le devoir de vigilance, mais même beaucoup qui ne le sont pas. Nous, je sais que c'est plutôt une bonne pratique qu'on encourage très largement, par contre, dans nos audits. Et donc, si le donneur d'ordre en question a un dispositif ouvert au tiers, ben, vous avez la possibilité d'en profiter. Après, c'est vrai que sinon, c'est un peu plus délicat. Bon, après, il reste la remontée d'informations à l'Agence française d'anticorruption. Mais je ne sais pas. Ouais. C'est vrai que j'encourage beaucoup les entreprises à avoir leur propre dispositif ouvert au tiers, justement, pour que cet échange puisse se tenir. Et parce que je pense sincèrement que beaucoup d'entreprises ou d'organisations sont intéressées de savoir effectivement ce que leur fournisseur et business partner peut avoir à partager sur un de leurs collaborateurs. Et c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir le traiter en anticipation en interne plutôt que par le recours à un régulateur. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'entreprise. Après, il peut rester le courrier au compliance officer de l'entreprise. Je doute qu'un compliance officer qui recevrait un courrier anonyme suffisamment précis, documenté, etc., sur une situation, n'en fasse pas cas. Donc, même s'ils n'ont pas officiellement un dispositif d'alerte, ça reste une possibilité de les contacter. L'idée était de rester en bonne intelligence, bien entendu, parce qu'après, on peut aussi se positionner en lanceur d'alerte et essayer de faire craquer le système et essayer de rentrer dans le dogme, ce qui est un autre sujet, quoi. Donc, toute l'idée, c'est que tout le monde progresse en fait en même temps sans qu'il y ait de menaces et sans que l'organisation, finalement, mette une pression peut-être totalement informelle, mais une pression telle sur les gens que personne ne va oser dire quoi que ce soit. Ça arrive aussi. Eh bien, c'était notre dernière question. Merci Céleste et Alexandre. Plus de questions sur YouTube, Carla, merci. Super. Et nous sommes un peu en retard, donc du coup, il y a moins de monde. Nous sommes encore une cinquantaine. Eh bien, merci beaucoup. Vous allez recevoir par le même biais, vous avez eu un mail de confirmation avec le lien. Vous allez recevoir donc le support
de ce webinaire et également un lien vers le podcast. Et je vous encourage donc à répondre à notre petit formulaire de satisfaction. Et à la fin du formulaire de satisfaction, vous aurez donc le lien vers le support du webinaire. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas quoi faire avec quelqu'un qui lève la main. Alors, c'est Pierre qui a levé la main. C'était une erreur de manip ou vous avez une question, auquel cas vous pouvez la mettre dans la question? Dans les questions? Non? Si? Alors? Non. C'est Virginie qui nous dit que après sa certification ISO 37001 par Eurocompliance en avril, je serais ravie d'accompagner les acteurs motivés. Très bien. Eh bien, Pierre a levé la main, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, à bientôt, Pierre. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Céleste, c'était passionnant. Merci Alexandre. Merci. Vous aurez également bien sûr les coordonnées de Céleste et Alexandre qui viendront avec le support du webinaire. Bonne soirée. Merci pour l'invitation, Emmanuel. Merci à tous. Merci. Je vous en prie, c'était un plaisir. Bonne soirée.